Bonjour Jean Gracia, pouvez-vous nous présenter en quelques mots la FFA ? Alors écoutez, en quelques mots, ça va pas être très facile parce que la Fédération française d'athlétisme est une fédération, une association loi de 1901 qui a été créée en 1920, donc un historique très important qui a démarré, si vous voulez, dans le début sur toutes les compétitions qu'il pouvait y avoir dans un stade. Depuis quelques années, eh bien, l'athlétisme, ce n'est pas que les compétitions qu'il y a dans un stade, ce sont toutes les compétitions qui peuvent avoir lieu en dehors du stade, avec notamment, bien entendu, les courses sur route, les courses de montagne, le trail, la marche. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas qu'un seul sport, c'est toute une suite de différents sports praticables par n'importe qui, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir d'équipement particulier. Alors bien sûr, quand on saute à la perche, il vaut mieux avoir une perche, mais de façon générale, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des équipements très coûteux pour pouvoir pratiquer. Voilà, donc ça, la fédération, c'est l'ensemble de ces disciplines à travers ces 2550 clubs, puisque c'est le nombre de clubs qu'il y a aujourd'hui, et où il y a aujourd'hui 337 000 licenciés dans notre maison. Les clubs qui sont nos membres, il y a entre la fédération au niveau national et les clubs au niveau local, il y a des structures qu'on appelle les structures déconcentrées, que sont les comités départementaux au plus près des clubs et les ligues régionales qui sont un échelon supplémentaire entre nous et les clubs. Voilà, donc cet ensemble doit pouvoir fonctionner pour pouvoir développer la pratique, et la fédération, aujourd'hui, sa mission principale, justement, c'est ce développement de la pratique grâce aux clubs et grâce aux échelons déconcentrés. Quelle est votre vision de l'athlétisme français d'ici la fin de l'Olympiade en 2028 ? Pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient. Et donc, ce qui est important, c'est d'analyser un petit peu où on en était quand l'équipe que je préside a été élue. Et donc, ça fait 1 an et 3 jours aujourd'hui. La fédération était en bonne santé. Alors, pas tout à fait bonne santé financière, mais en bonne santé quand même de façon générale. Beaucoup de choses ont été faites par les différents comités directeurs qui ont été élus depuis des années. Et donc, quand je peux comparer un petit peu notre fédération française à d'autres fédérations étrangères d'athlétisme, voilà, on est quand même bien au niveau le plus haut, mais c'est pas parce que c'est au niveau le plus haut qu'il faut s'en contenter, il faut continuer. Et notamment, on a pu vivre tous ensemble des magnifiques Jeux Olympiques à Paris. On aurait bien aimé avoir plus de médailles, entendre un peu plus souvent la Marseillaise. C'est pas tout à fait le cas, et donc il y a un travail important à faire. J'ai donc pu nommer un DTN dès le mois de mai. Hier a eu lieu la présentation de l'équipe à la fois du DTN Franck Bignet et puis du nouveau manager de l'équipe olympique Los Angeles 2028 en la personne de Jean Galfione. L'idée, c'est de partir de l'ensemble de ce qui existe aujourd'hui. On a d'excellents athlètes, que ce soit dans les jeunes catégories ou que ce soit même dans les catégories un peu plus âgées. Preuve en est Tokyo, où ont eu lieu les championnats du monde récemment, ont révélé effectivement alors un Jimmy Gressier que personne n'attendait, sauf lui, qui a été un moment fantastique. C'est un garçon extraordinaire et qui nous a ramené à lui seul 2 médailles, une médaille inespérée sur 10 000 mètres de champion du monde, et puis la médaille même sur 5 000 mètres, où là il était attendu au tournant. Mais il y avait à côté de ça quand même 16 finalistes, ce qui est le meilleur total de nombre de finalistes depuis la création des championnats du monde, avec Helsinki en 2005 qui était un petit peu meilleur avec 18 à l'époque. Et donc ça veut dire que même si on n'a pas eu plus de médailles, on a quand même un potentiel d'athlètes qui peut encore progresser. Ensuite, dans les championnats, que ce soit des championnats européens ou championnats du monde à venir, dans les jeunes catégories U20, U23, on a aussi beaucoup de succès. Donc voilà, on a vraiment de la matière. Encore faut-il maintenant bien s'occuper de tous ces jeunes pour qu'ils puissent continuer à progresser, surtout être présents le jour J. Ça, c'est vraiment important. Voilà, c'est pas le tout de faire des performances en meeting. Encore faut-il que le jour J, le jour du championnat du monde ou du championnat d'Europe, c'est là où il faut perfer. Quels sont pour vous les grands défis auxquels l'athlétisme français doit faire face ? Vous savez, notre société, elle évolue. Et donc, on a le choix. Soit on décide
de s'intégrer dans la société, soit on va sur une île déserte et puis on fait ce qu'on veut là. Et donc le choix, le nôtre, c'est celui d'évoluer avec la société et donc de faire face aux nouveaux challenges que l'évolution de la société nous présente. Vous avez le côté performance, qui est quelque chose, bien sûr, c'est notre vitrine et c'est essentiel, mais il y a aussi tout ce que le sport, et plus particulièrement l'athlétisme, peut proposer à la société en termes de développement. Et quand on voit aujourd'hui le peu de pratiques de sport dans les jeunes d'aujourd'hui, c'est terrible. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit que pratiquement la moitié des Français et des Françaises ne font pas de sport du tout. On a notre rôle à jouer là-dedans pour faire en sorte que la santé des Français soit meilleure dans le futur, mais également en termes d'éducation. Les valeurs que l'athlétisme porte sont extraordinaires et donc il faut vraiment les mettre en avant, continuer à les mettre en avant. Nos athlètes internationaux sont des porte-drapeaux extraordinaires et donc on doit montrer ça, on doit faire en sorte d'être je le dis toujours, un médicament qui est moins cher que les médicaments et qui permet de faire davantage de choses. Donc voilà un petit peu cette capacité, à la fois ne pas rejeter l'évolution de la technologie. On a une évolution là-dessus, donc il faut l'utiliser au contraire pour pouvoir encore mieux développer notre sport et puis mieux développer ce qu'on peut apporter à la société actuelle dans des périodes difficiles que l'on traverse. Quelle est la politique de la FFA en matière d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap? Pour l'athlétisme, nous n'avons pas la délégation pour le côté handisport ou sport adapté d'ailleurs. Il y a 2 fédérations autonomes qui ont cette délégation, la FF Handi et la FF Sport Adapté. Mais notre rôle aujourd'hui, c'est de travailler avec, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap, si les conditions le permettent, encore une fois, de les accueillir dans nos clubs. Des fois, il y a des besoins qui sont très complexes, très compliqués. Alors, si c'est pas possible, mais par contre, essayer de faire le maximum pour d'abord les accueillir, comprendre quelle est leur demande, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et voir si les clubs peuvent permettre, puisque c'est les clubs qui vont permettre ça, c'est pas la fédération au niveau national, et nous on est là pour aider bien sûr, mais donc aujourd'hui on va travailler avec la Fédération Française Handisport, avec la Fédération Française Sport Adapté, et de même d'ailleurs avec le CPSF, avec Marie-Amélie Le Fur, mais pour le moment nous n'avons pas la délégation pour ces cas-là. En termes d'encadrement et de formation, quelle est la situation au niveau national sur la formation des dirigeants, des officiels et à la fois des entraîneurs? La formation a été un sujet très important. Vous savez qu'il y a eu avant notre élection une campagne. Il y avait 3 candidats tête de liste. Par la suite, le sujet de la formation a été abordé par les 3. On a mis en place il y a quelques années un organisme de formation de l'athlétisme, l'OFA, qui était une avancée importante dans la formation à la fois des dirigeants, des entraîneurs, des officiels et des organisateurs, il ne faut pas les oublier. Vous savez, il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut être toujours en capacité, quand on met en place quelque chose, d'être à un certain moment, après un moment de fonctionnement, être en capacité d'évaluer la chose et puis de corriger, d'amener des retouches, des fois de supprimer des choses, d'accord? Et donc c'est ce qu'on a fait pour essayer d'améliorer cette offre de formation. Ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a fait des études que ça y est, c'est terminé. La formation, c'est tout le long de la vie. J'ai avancé dans l'âge et tous les jours, j'apprends des choses. Tous les jours. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Et donc, ça veut dire que la fédération, elle doit être en capacité aujourd'hui, non seulement de proposer des formations initiales dans ces 4 catégories dont j'ai parlé, mais également de mettre en place de la formation continue. Je parlais de l'évolution de la société, c'est pareil. Donc, comment vous pouvez aider les présidents de clubs à pouvoir faire
gérer leur club de la façon la plus facile possible et pas les ennuyer avec des règles compliquées, etc. Donc il y a à la fois le côté formation à mettre en place pour aider, et donc l'utilisation d'outils comme des webinaires, l'utilisation d'outils modernes pour pouvoir donc aider l'ensemble des acteurs, l'ensemble des bénévoles. Je rappelle que quand même c'est pratiquement que des bénévoles qui font vivre l'athlétisme. Bien sûr qu'il faut des professionnels et que donc il faut pousser de plus en plus à avoir des professionnels auprès des bénévoles pour les aider dans leur vie quotidienne. Mais il y a aussi la nécessité de simplifier notre administration et faire en sorte de rendre la tâche facile pour ceux qui sont au quotidien en contact avec les athlètes. Et c'est donc un des objectifs de notre fédération, justement, de stabiliser, éviter de changer de règlement tous les jours, mais surtout de simplifier cela et de les former. Et est-ce que vous avez des objectifs particuliers concernant l'organisation des compétitions nationales? On organise plus de 45 championnats de France par an. Et à côté de ça, à côté de ces championnats de France, que ce soit d'ailleurs des championnats de France sur piste, des championnats de France hors piste, hors stade. Et à côté, il y a tout un ensemble d'autres organisations. Vous avez, pour ce qui se passe dans le stade, des meetings, que ce soit des meetings locaux, des meetings régionaux, des meetings nationaux, des meetings internationaux. Et pour ce qui est à l'extérieur, donc l'ensemble des pratiques hors stade, que ce soit les courses sur route, que ce soit les courses en montagne, que ce soit le trail, il y a également des organisateurs qui travaillent à ça et qui ont développé cette expertise pour pouvoir accueillir les pratiquants dans les meilleures conditions possibles. Et notre rôle à nous, c'est vraiment de faire en sorte de simplifier tout ça une fois de plus, de faire en sorte que ce soit facile pour tous, à la fois pour les pratiquants que pour ceux qui organisent la pratique. Et Dieu sait si, vous savez, quand on doit organiser une compétition d'athlétisme sur la piste, des fois on dit qu'il y a plus de jurys sur la piste qu'il n'y a d'athlètes, parce que vous avez besoin effectivement de pouvoir hausser en longueur, de mesurer la longueur, de ratisser, etc. Et donc c'est pareil aussi pour les courses sur route, où vous avez besoin d'énormément de bénévoles pour contrôler que la pratique est sécurisée au maximum. On a besoin vraiment de s'axer là-dessus pour simplifier une fois de plus, pour aider à mieux organiser, et puis surtout aussi pour être en capacité de se remettre en question sur une pratique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était né en 1920, mais la pratique, elle datait de bien avant. Et donc comment on essaie de faire évoluer notre pratique pour suivre l'évolution de la société aussi. Le phénomène des courses sur route est arrivé en France dans les années 70, on ne s'y est pas intéressé à ce moment-là, ça a été une erreur, et donc comment on fait pour justement éviter de reproduire ce genre d'erreur et de faire face à l'évolution des pratiques pour mieux répondre à l'attente de toutes. Comment concilier pratique de haut niveau et sport de loisir? C'est pas un contre l'autre. C'est au contraire, les uns s'alimentent des autres. Donc, et c'est dans les deux sens. Aujourd'hui, je ne vois pas moi de problème particulier entre ces deux mondes. Vous avez d'un côté effectivement des athlètes de haut niveau, et là-dessus il est nécessaire de continuer à les aider. Vous savez, la pratique du haut niveau, c'est pas du prêt-à-porter, hein. C'est de la haute couture. Donc c'est vraiment quelque chose qui est adapté à chaque grand athlète pour pouvoir, le jour J, faire ses performances. Mais de l'autre côté, vous avez la nécessité justement de pousser la population française à davantage pratiquer un sport, que ce soit la marche nordique, que ce soit faire un marathon en 5 heures. Voilà, c'est vraiment, c'est ouvert à tous. Et nous, notre rôle, c'est de pousser à ça et d'aider à ça l'ensemble des personnes concernées, que ce soit ceux qui courent ou ceux qui leur permettent de courir. Que pensez-vous justement de la vague de running et comment faire pour que tous ces pratiquants rejoignent les rangs de la FFA? On met en place une stratégie running justement pour que la fédération soit l'acteur clé du running, parce que
c'est de l'athlétisme, ça fait partie de l'athlétisme, donc il n'y a pas de raison qu'on soit l'acteur clé de ce qui se passe sur la piste et qu'on ne le soit pas sur ce qui se passe à l'extérieur de la piste. Et donc, on veut mettre en place justement des actions tournées vers à la fois les organisateurs et les pratiquants, mais également faire en sorte d'aider nos clubs à accueillir davantage. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le rôle du club est simplement de donner une licence à quelqu'un sans rien lui donner en contrepartie, là, il y a un problème. Et donc, il faut que nous aidions les clubs, à travers la formation, on vient d'en parler, mais à travers beaucoup d'autres choses, pour justement permettre que ces millions de pratiquants puissent rentrer dans les clubs. Et ça, c'est notre objectif ultime, c'est effectivement de faire en sorte d'avoir davantage de licenciés. Je vous parlais de 337 000 licenciés. Aujourd'hui, on estime à peu près à 2 millions, 3 millions le nombre de coureurs réguliers qui font des compétitions. Je ne parle pas du coureur du dimanche. Et donc, c'est énorme. La différence entre les 337 000 et les 2 millions ou 3 millions est importante. Donc, c'est comment on fait pour aider les clubs à accueillir davantage et comment on pousse les pratiquants à aller vers les clubs. Alors, bien sûr, vous aurez toujours le consommateur qui n'a pas envie de rentrer dans ça, mais c'est son choix, donc il faut le respecter aussi. Donc voilà, il faut qu'on puisse composer à la fois avec le pratiquant qui veut faire son activité, qui a envie d'aller courir avec une bande de copains sur le marathon de Paris ou sur le marathon de New York ou quoi que ce soit, et à côté de ça, essayer d'expliquer à ces gens-là que peut-être un club va les aider à être mieux préparés pour pouvoir aller faire une course sur route. Quel bilan faites-vous des championnats du monde à Tokyo, les qui ont eu lieu en septembre dernier, et quels seraient les axes d'amélioration pour améliorer les performances internationales? Merveilleuse médaille de Jimmy, avec en plus un comportement extraordinaire. C'est un garçon vraiment qui vaut d'être connu et qui va permettre, je pense, de donner un élan nouveau. Nos athlètes, de temps en temps, ils sont un peu complexés. Et Jimmy, il n'est pas complexé du tout. Son objectif, là, c'était de participer au championnat d'Europe de cross pour gagner les championnats d'Europe de cross. Et il a martelé en permanence. Malheureusement, il s'est battu jusqu'au bout contre l'Espagnol, qui a remporté d'une courte tête, presque. À lui maintenant d'analyser pourquoi, à quel moment de la course, qui était assez complexe d'ailleurs, parce que le parcours de cross qu'il y avait à Lagoa, au Portugal, c'était pas un parcours de cross ordinaire, on va dire. C'était plein de courbes, etc. C'était vraiment quelque chose de bien. Et donc voilà, à lui maintenant d'analyser. Et aujourd'hui, quand je vous dis qu'il y avait 16 finalistes à Tokyo, c'est comment on fait pour transformer ces 16 finalistes en 16 podiums, voire mieux, c'est-à-dire être présent, encore une fois, être dans sa forme optimum le jour J du championnat du monde ou du championnat d'Europe. Pas courir après les qualifications et puis être content d'être qualifié et puis ça y est, le job est terminé. C'est après que tout commence. Et donc c'est vraiment arriver à la fois psychologiquement et en termes de conditions physiques, être prêt pour le jour J, puis nous ramener beaucoup de Marseillaises et beaucoup de podiums. Que pensez-vous des préconisations formulées par la consultation citoyenne sur les temps de l'enfant, c'est-à-dire permettre aux enfants de pratiquer une activité sportive, physique, tous les après-midi par exemple? Écoutez, ça c'est vraiment une lutte que l'on doit avoir de tous les instants avec tous les politiques. Comment aujourd'hui on évite d'avoir une décision qui a été prise sur le passeport par exemple, où les catégories 6-13 ans sont éjectés de ce dispositif pour des raisons financières. C'est pas là qu'il faut faire des économies. Et donc c'est comment on arrive à expliquer la nécessité fondamentale qu'il y a pour que les jeunes de nos jours soient en bonne forme physique. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un beau jour, mon prof d'éducation physique a trouvé que je courais pas trop mal, et qui m'a pris par la peau des fesses et qui m'a amené. Voilà, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on n'est pas en capacité de faire des hautes études. Je prends un autre cas, Yann Schrub, que tout le monde connaît, qui est maintenant un médecin et qui est champion d'Europe de cross, puisque c'est ce qu'il avait fait il y a 2 ans. Voilà, donc l'un n'est pas contre l'autre. Et donc c'est au contraire important, à la fois pour bien sûr faire des performances de haut niveau, mais surtout pour être en bonne forme physique et être en capacité d'avoir un job et d'être en bonne condition. Concrètement, comment la FFA soutient-elle
ligues et les comités départementaux? On vient de mettre en place un plan de développement. Celui-ci découle du programme pour lequel j'ai été élu, avec Emmanuelle Gégère, qui est la présidente déléguée de la fédération et qui est en charge justement de l'élaboration de ce plan de développement. Il a été lancé en septembre. Et pour la première fois de l'histoire, ce plan de développement a intégré le plan de développement des ligues régionales. Et donc c'est important, c'est pas simplement le plan de développement du 33 avenue Pierre de Coubertin ici à la Fédération, c'est vraiment le plan de développement de l'ensemble des acteurs, et les ligues régionales et les comités départementaux sont nos ambassadeurs en quelque sorte sur le terrain, sont eux qui sont les plus proches des clubs, et donc il est essentiel qu'on puisse travailler ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est engagé. On a créé il y a quelque temps de cela le Conseil national des ligues pour justement travailler au plus près avec les ligues régionales. On vient de créer le Conseil national des comités départementaux justement pour travailler au plus près avec les comités départementaux. On a mis en place il y a 3 ou 4 ans des agents de développement dans les ligues rémunérés par la fédération. Et c'est important ce travail qui est fait avec nos structures déconcentrées parce que c'est notre bras armé en fait pour aider les clubs au quotidien. Et donc ça, c'est un enjeu déterminant financier pour la FFA. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux financiers et partenariats déterminants aujourd'hui pour la FFA? C'est clair, aujourd'hui on traverse une période, vous voyez, le budget de l'État n'est toujours pas voté. Le sport est développé en France grâce aux efforts des villes, des communautés d'agglomération, des conseils départementaux, des conseils régionaux. Et on s'aperçoit que ça va pas aller en augmentant, malheureusement. Et donc, il faut que, face à ça, on trouve des moyens financiers pour pouvoir continuer. Petit à petit, trouver des moyens supplémentaires, des partenaires privés, des actions particulières qui amènent des flux financiers. Et donc, c'est ce sur quoi on est en train de travailler, justement, pour pouvoir, non seulement au niveau national, mais également au niveau régional et départemental, pouvoir remplacer ce manque ou cette diminution de crédit qu'il va y avoir dans les collectivités, et qu'il y a déjà. Hein. Après tout ce qu'on s'est dit, quel message souhaiteriez-vous adresser à l'ensemble des acteurs de l'athlétisme pour la future année 2026 qui arrive? Je souhaite vraiment que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient au niveau club, qu'ils soient au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, c'est tous ensemble. C'est pas l'un contre l'autre. Que les différentes catégories, les entraîneurs, les dirigeants, les officiels, les organisateurs, tout ça aussi puisse ensemble travailler pour encore améliorer notre modèle, notre façon de faire. On a donc cette année les championnats d'Europe à Birmingham. Dans cette compétition continentale, on espère bien entendu que les athlètes de l'équipe de France ramèneront des Marseillaises et des médailles pour vraiment montrer l'exemple, mais ensuite que ça puisse s'enchaîner également sur tout ce qui peut se passer au niveau national, au niveau régional et au niveau départemental. Et donc voilà ce que je souhaite pour 2026, que tous les acteurs puissent se sentir bien dans notre fédération et puissent discuter, échanger, partager ensemble notre sport adoré, l'athlétisme.